Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS. Bienvenue dans votre émission Le Club des Sports. Autour de moi, le panel au complet, autant pour moi. Et là, Cherno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. À vos côtés, il y a Aruna Dem. Aruna, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. À gauche, Salif Diallo. Salif, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Et aux côtés de Salif Demba Varor, bonsoir monsieur. Bonsoir Ibrahima. Donc c'est parti pour le premier thème de ce club des sports. On va parler de l'élection du président de la Confédération africaine de football. La campagne bat son plein pour les candidats. Et comme vous le savez certainement, il y a une délégation sénégalaise qui s'est rendue en Côte d'Ivoire et qui est ensuite allée du côté du Cameroun où se déroule le CHAN pour y battre campagne. Mais en coulisses, ça n'a pas été trop médiatisé, même si certains articles chez nos confrères de la presse écrite sont publiés ça et là. Et là, Cherno Dramé, cette campagne en coulisses, qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est une campagne en coulisses parce que pour l'instant, les candidatures ne sont pas encore officielles. Donc, on ne doit pas battre campagne de façon médiatique ou faire du bruit, entrer tout de suite dans le détail des programmes, des offres programmatiques des candidats. Donc là, je pense que c'est un peu le jeu de lobby, aller chercher des partenaires ça et là. À la limite, c'est une campagne pour être parrainé. Même si le parrainage, on a dépassé, hein, parce qu'à ce stade-là, vraiment, c'est deux candidats validés, deux autres qui attendent encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail de coulisses. Il y a également un jeu d'alliance, parce que c'est vrai que, par exemple, si on prend l'exemple de Maître Senghor et Anouma, ils sont tous les deux candidats, mais il y a déjà un gentleman agreement entre les deux. Ça veut dire déjà que on est en train de placer ses pions, ça et là et tout. Le Sénégal aussi n'est pas en reste, puisque, tu l'as dit, il y a une délégation composée de 2 ministres qui sont très actifs dans le sport national, qui est en train de sillonner un peu, sillonner un peu l'Afrique. Donc tout ça, c'est dans l'ordre normal des choses, en attendant que les deux autres candidats sachent où est-ce qu'ils se situent définitivement par rapport à ces candidatures-là. On pense à Yahya et à Motsepe, qui, malgré tout, pour parler de Patrice Motsepe, est en train, lui aussi, de battre campagne. Malgré le fait que son dossier est encore en suspens, il est en train de faire le travail de terrain pour capter des voix, ça et là, des promesses de vote et tout. Donc c'est normal, je pense que c'est ce à quoi il fallait s'attendre, c'est dans l'ordre normal des choses. Et bon, le souci pour maintenant, c'est le candidat mauritanien dont la situation fait énormément débat, notamment sur les plateformes journalistiques où on parle beaucoup. On reviendra même sur cette médiatisation-là et sur la sortie de Ahmed Yahya. Aruna Dem, on voit que dans la délégation du Sénégal, Thierno l'a rappelé, il y a 2 ministres, le ministre des Sports Matar Ba et le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow. Est-ce que cela voudrait dire que les autorités sénégalaises au plus haut niveau ont déjà pris les devants pour permettre à Maître Augustin Senghor d'accéder à la présidence de la CAF? C'est effectivement le constat qu'on fait, que l'État s'engage, se donne les moyens justement de porter cette candidature, parce que je pense que depuis l'audience que le candidat du Sénégal à cette présidence de la CAF a eu avec le président de la République, on savait que la machine diplomatique en quelque sorte allait se mettre en branle, peut-être en sourdine, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas sur la place publique dans ce genre de dossier. D'ailleurs, c'est ce qui marche le plus. Ce qu'on voit, c'est juste peut-être un peu de folklore pour montrer qu'on travaille sur le terrain, qu'on est en train d'agir. Là, on a vu qu'il y a une délégation avec le ministre des Sports, le ministre de l'Urbanisme, qui est par ailleurs le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Il y a aussi le premier vice-président de la Fédération et le secrétaire général du CNOS, qui étaient tous à Abidjan. C'est une grosse délégation, entre guillemets, pour justement porter cette candidature, parce que je pense que l'enjeu entre les deux candidats du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, c'est de mobiliser les voix ouest-africaines autour de leur nom. On représente quand même le quart peut-être des votants, parce que c'est 15 à 16 pays dans la sous-région, 15 si vous sortez la Mauritanie, au niveau de la CEDEAO, les 15 de la CEDEAO, il y a l'UFOA et B. Donc si le Sénégal arrive à capter un peu les voix de l'UMOA, avoir les 16 pays de la CEDEAO dans son escarcelle,
ça peut peser lourd. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a quelques années, dans des discussions, on disait à l'époque que si la CEDEAO se met derrière un candidat à la CAF, il a déjà fait la moitié du chemin. Parce qu'il n'y aurait plus que 15 voix à chercher dans le reste de l'Afrique pour pouvoir passer. Ça veut dire avec 30 voix, on était sûr de passer. C'est l'Afrique de l'Est d'ailleurs qui faisait passer la plupart du temps les candidats des autres zones quand il s'agissait d'accéder à des postes de responsabilité au niveau des comités exécutifs des différentes confédérations, que ce soit au football, à l'athlétisme ou ailleurs. Et le constat aujourd'hui, c'est que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont intérêt à pouvoir capitaliser ces voies-là. Même si les deux candidats se maintiennent, on sait qu'il y a possibilité, étant donné qu'il y a déjà au moins 3 ou 4 candidats qui postulent. Et peut-être probablement que Motsepe et Yahya, on ne sait pas encore ce que va décider le comité de validation des candidatures au bout de son processus, pourrait se retrouver à peut-être faire des reports de voix au deuxième tour. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut préparer toutes ces choses-là, ne pas attendre la dernière minute. Et le Sénégal n'avait pas peut-être d'autre choix aussi justement que de trouver un compromis à ce niveau-là avec la Côte d'Ivoire, puisque c'est la même zone. Les politiques jouent un rôle. On dit que souvent, c'est les fédérations qui votent, mais on sait aussi par ailleurs qu'en Afrique, c'est les États qui financent le sport. C'est les États qui financent ces fédérations de football-là. Et quelque part, si un État se range derrière un candidat, la fédération n'a peut-être pas d'autre choix quelque part aussi que de suivre cette directive-là. Parce que derrière, bon, c'est des questions de réalité socio-politiques, de géopolitique internationale qui se joue aussi. Et je pense qu'il faut tenir compte de ces aspects-là. Maître Augustin Senghor disait lors de sa déclaration de candidature que dans ce genre d'élection, tout peut se gagner dans les fédérations, mais surtout dans les palais des chefs d'État. Et côté sénégalais, on semble avoir pris en tout cas les devants et tous les chemins mènent à Yaoundé dans le cadre de ce CHAN qui est en train de se jouer là-bas. Oui, mais il faut peut-être rappeler que la délégation sénégalaise, après Abidjan, est allée à Cotonou avant d'aller à Yaoundé. Il est vrai que quand on prend certaines compagnies, on passe à Cotonou avant d'aller à Yaoundé. Mais oui, ce n'était pas une escale technique, c'était tout juste pour aller battre campagne. Exactement, ils étaient allés pour rencontrer les autorités béninoises, ainsi de suite, le président de la fédération béninoise. Mais il faut vraiment prendre ces élections-là pour une fois dans sa globalité. Parce que les gens se focalisent, il est vrai, c'est important, sur la succession d'Amad à la présidence de la CAF. Mais aussi, il y a des élections, des postes à pouvoir au comité, beaucoup même de postes à pouvoir au comité exécutif de la CAF, et aussi des postes à pouvoir pour le conseil de la FIFA. Donc, c'est des élections générales. C'est comme au Sénégal, si on dit qu'on a triplé, il y a l'élection présidentielle, l'élection législative et les élections locales. Donc, c'est tout un ensemble. Couplage de toutes les élections. C'est ça, couplage de toutes les élections. Donc, c'est pourquoi le travail en coulisses est extrêmement important. Le Sénégal a fait une belle prise avec Roger Mila, parce que Roger Mila, c'est vrai que ce n'est pas un électeur, ce n'est pas lui qui va voter au nom symbole. C'est un grand symbole du football mondial, pas seulement africain, mais du football mondial. C'est important de faire passer cette information-là, même si, effectivement, le travail de fond doit se faire. Parce qu'il y a des accords que les gens peuvent avoir. Tu n'as pas besoin de publier ça parce que ça peut gêner l'un ou l'autre. Parce que, bon, en fait, c'est ça aussi, les présidents, eux, ils vont faire leur campagne à eux, mais les autres aussi, les autres présidents de la fédération font une campagne pour eux-mêmes parce qu'ils sont candidats à des postes électifs. Donc, ça va être du donnant-donnant. C'est pourquoi, là, il faudra que les gens soient très, très forts en matière de négociation. Demba Valor, est-ce que dans cette campagne, Maître Senghor n'a pas une longueur d'avance sur les autres? Ça y ressemble un peu déjà le fait que sa candidature soit déjà validée avec celle de Anouma. Ça montre qu'ils ont déjà une longueur d'avance parce qu'ils peuvent commencer à avoir une belle image déjà. Si on parle d'image, on va dire que si on a scruté leur candidature, on a scruté leur dossier est déjà valide, ça veut dire qu'ils n'ont rien à se reprocher, ça veut dire qu'ils ont un a priori favorable sur la gestion de leur football et sur la gestion peut-être des fonds. Ils n'ont rien à se reprocher en tout cas. Alors que si on prend les deux autres, Yahya et Motsepe, on peut se dire qu'ils ont au moins quelque chose à se reprocher parce que leur dossier n'est pas complet. Donc pendant ces 2 ou 3 semaines-là, ils ont peut-être
une longueur d'avance par rapport aux autres candidats. Et je pense que même le candidat mauritanien s'en est un peu plaint dans une lettre qu'il a adressée. Il y a une sorte de rupture d'égalité. Oui, peut-être, mais s'ils avaient en fait envoyé un dossier complet, s'ils n'avaient rien à se reprocher, peut-être que ça n'allait pas avoir d'incident. Donc qu'ils allaient être également acceptés comme les deux autres. Donc je pense que Maître Senghor a peut-être une longueur d'avance et qu'il est soutenu par son État et son État le soutient de façon vraiment officielle et aller voir rencontrer les autres présidents. Donc ça, ce n'est pas à négliger. Et comme l'a rappelé Salif, je pense que ce qui sera le plus important, c'est de discuter avec les autres. Parce que, par exemple, si on prend l'Algérie et le Maroc, Fawzi Lekja, qui est le président de la Fédération marocaine de football, veut rester au conseil de la FIFA. Veut être au conseil de la FIFA. Le président de la Fédération algérienne également est candidat. Donc tout ça, quand ils vont discuter, c'est sûr que le président de la Fédération marocaine va lui dire moi aussi je veux être candidat à ça, toi tu veux être candidat à ça. C'est comme ça que les jeux vont se faire. Et c'est au Sénégal, je suis sûr que peut-être l'équipe de Maître Senghor a déjà fait son plan sur tout cela pour voir comment on peut nouer les alliances avec certaines fédérations qui veulent également, qui pourvoient à certains postes également. Sur les réseaux sociaux également, la campagne bat son plein, en tout cas entre journalistes sénégalais et journalistes mauritaniens. Et la partie mauritanienne même, notamment Ahmed Yahya, a déploré, entre guillemets, les attaques de la presse sénégalaise sur sa candidature, sur sa personne. Thierno Dramé, quel doit être le rôle de la presse en général dans ce genre d'événement? Ouais, mais moi déjà, je me pose la question de quelles attaques il s'agit. Parce que les gens n'ont fait que relayer des informations qui ont été publiées ça et là. Aujourd'hui, je pense, à ma connaissance, il n'y a qu'un quotidien sénégalais qui a fait un article pour parler justement de l'histoire du billet d'avion à la Oumra. Et on pense a priori que c'est pour cela que son dossier est aujourd'hui en question, entre guillemets, parce qu'il a pu bénéficier des largesses. Je trouve que, bon, le mot largesse est un peu excessif peut-être, mais en tout cas, les billets de la Oumra qui ont épinglé, pour lesquels en tout cas Ahmed Ahmad a été épinglé, il fait partie des bénéficiaires. Et ça, c'est une information qui a été relayée et qui est prouvée. Parce qu'il y a, tout le monde a vu le billet, je pense. Donc, c'est ce que la presse sénégalaise a repris, en tout cas le journal Record, pour ne pas le citer. Donc, si aujourd'hui les journalistes mauritaniens font un article pour dire que la presse sénégalaise s'en prend ou attaque à Yahya, je pense que quelque part c'est de mauvaise foi. Mais après, c'est de bonne guerre, parce que la presse aussi a une certaine influence. Même si je ne suis pas sûr que l'influence de la presse soit aussi importante qu'on peut le penser, parce que nous ne sommes pas électeurs. Ce n'est pas nous, la presse sénégalaise, qui allons dire par exemple, Fawzi Lekja, qu'il faut qu'il soutienne Maître Augustin Senghor. C'est un jeu d'intérêt. La presse peut ternir l'image d'un candidat. Effectivement, mais jusqu'où ouais. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Ternir l'image, mais jusqu'où? Et si aujourd'hui la presse sénégalaise ternit l'image de Maître Senghor, ça peut avoir un impact négatif sur sa campagne. Mais que la presse sénégalaise reprenne un article ou en tout cas diffuse des informations sur un candidat qui aurait fauté, est-ce que ça a un impact réel? Je pense qu'aujourd'hui le débat, d'ailleurs si on le suit, c'est entre journalistes. Pour nous, les gens prennent position, les Sénégalais prennent position pour le candidat sénégalais, les Mauritaniens prennent position pour le candidat mauritanien. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui va déterminer l'issue du vote. On n'a pas, je pense, c'est mon avis, on n'a pas cet impact-là sur ce vote-là, parce qu'il ne s'agit pas d'un vote direct. Ce ne sont pas les acteurs du foot qui vont voter, le public. Ce n'est pas le public sénégalais ou le public mauritanien ou le public ivoirien qui va voter pour son candidat. Ce sont les fédérations, sur la base de leurs intérêts, vont choisir le candidat qui leur semble être le mieux placé pour justement sauvegarder leurs intérêts. Et ils vont voter pour ce candidat-là. Maintenant, je pense que c'est passionné, mais quoi qu'on dise, je pense que la presse sénégalaise est quand même assez responsable. Maître Augustin Senghor a été critiqué quand il l'a fallu.
sur les compétitions, les gens ne lui laissent pas un iota de miséricorde ou de pitié ou de tout ce qu'on veut, les gens l'attaquent frontalement. Mais aujourd'hui, sur cette question-là, si on prend sa défense, si on publie des articles, entre guillemets, à son avantage, c'est parce qu'aussi, il n'a pas grand-chose à se reprocher. On l'a dit ici, c'est un candidat qui est quand même assez propre sur sa gestion. On n'a jamais entendu de scandale financier. On n'a jamais entendu de questions d'intérêt qui pourraient voilà, lui être favorables pour une raison ou pour une autre. Non, jusqu'ici, sa gestion a été quand même très transparente. Sur le plan financier, il n'y a jamais eu de scandale. Donc, et ça, on ne peut pas dire autre chose que ça. Aruna, est-ce que la presse sénégalaise est en train de bien jouer son rôle dans cette campagne? Je dirais d'abord que si Ahmed Yahya réagit de la sorte pour un article publié par un journal sénégalais, c'est qu'effectivement, il n'a pas été attaqué par la presse sénégalaise. Parce que s'il y avait eu un tour groupé, il aurait retiré sa candidature. Les gens allaient chercher, fouiller dans ses poubelles pour savoir exactement quelle casserole il traîne pour les ressortir et on ne l'a pas encore fait. On est dans notre rôle. Les journalistes, leur rôle, c'est de chercher l'information vraie et vérifiée. On n'a pas raconté d'histoire. C'est des faits prouvés, ce n'est pas de simples allégations. Ce n'est pas on a dit ou il paraît, il semblerait. Non. C'est des faits avec des documents officiels de la CAF qui sont sur la place publique, d'ailleurs. Parce que c'est des documents qui existent dans un rapport de la CAF et c'est des documents qui sont à la FIFA, à la commission d'éthique. Logique pour logique, si les gens qui nous vendent de l'éthique au niveau de la FIFA et de la commission d'éthique de la CAF sont eux-mêmes conséquents, ils ne peuvent pas invalider la candidature d'Ahmad Ahmad en partie en disant parce qu'il a, entre guillemets encore, un peu fait des faveurs en violant le code d'éthique à des présidents de fédération qui l'a amené à la Umrah, sanctionner le corrupteur et laisser sanctionner le corrupteur et laisser les corrompus. Entre guillemets, je dis, parce que ça n'est pas qu'ils sont corrompus, peut-être qu'ils ne savaient même pas que Ahmed a pris dans la caisse de la CAF pour les amener à la Umrah. En tout cas, c'est leur cuisine interne. Mais si on parle d'éthique, on dit que personne dans une instance sportive internationale n'a droit à des cadeaux, qu'ils soient indus ou pas. C'est le code d'éthique de la FIFA qui le dit. Vous sanctionnez le président parce qu'il a justement enfreint cette règle-là. Les autres qui étaient autour de lui, qui ont en même temps que lui enjambé cette règle, vous les laissez en place, vous leur permettez de se présenter. C'est parce qu'Ahmed Yahya se rend compte que quelque part, il a fauté. Il avoue à moitié une faute en disant que oui, on l'attaque. On l'attaque en sortant juste des documents, des faits. Ce n'est pas de la création qu'a faite la presse sénégalaise. On n'a pas créé cette histoire-là. On ne l'a pas fabriquée. C'est des faits réels. Et je suis convaincu que s'il y avait un tir groupé sur tout ce qu'il y a de sombre dans ce qu'Ahmed fait dans sa gestion de la Fédération mauritaine de football ou dans ses activités autres au niveau de la Fédération, et que si les gens allaient, comme je l'ai dit, fouiller partout pour sortir des choses, à ce moment, ils pourraient parler d'attaque. Juste un article dit qu'on l'attaque. Mais la presse est dans son rôle. Il veut diriger la CAF. Il ne veut pas rester simplement président de la Fédération mauritanienne. Tant qu'il est en Mauritanie, c'est sa cuisine interne, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. C'est aux Mauritaniens de voir quelle appréciation ils font, quel jugement ils portent sur la manière dont on gère leur fédération. Mais maintenant, quand il aspire à diriger les 54 ou 55 fédérations qui existent en Afrique, mais c'est dans le rôle de tous les pays africains que de fouiller, de voir quels sont les candidats qui sont en liste, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon et de mauvais et quel type de personnes sont-ils pour que les gens qui vont demain être administrés, entre guillemets, par ces futurs présidents-là, ces futurs dirigeants-là, puissent savoir à l'avance à qui ils ont affaire. Parce qu'on ne peut pas mettre à la tête d'une instance quelqu'un qui va nous coûter la même chose qu'a fait Ahmad. On se réveille au bout d'un mandat et on nous revient pour nous dire ouais, cette personne a des problèmes un peu avec l'éthique et ne peut pas diriger. Comme Thierno l'a relevé tout à l'heure, on n'a pas encore dit que Senghor est trempé dans des magouilles, on n'a pas encore dit qu'Anouma est trempé, on n'a pas encore dit même que Motsepe est trempé parce qu'il n'y a pas la preuve. Mais dans le cas d'Ahmad, les gens ont la preuve. Il est pris dans la main dans le sac, mais qu'il réagissent de la sorte, peut-être traduit une certaine peur panique déjà, parce qu'ils doutent que peut-être le comité de validation des candidatures va un peu faire grief de ce argument-là pour peut-être le recaler. Même s'il est parrainé, comme je l'avais dit le mercredi dernier, par une instance très puissante et un président de la FIFA qui, quelque part, veut à tout prix le placer. Salif Diallo, est-ce que le patriotisme et le chauvinisme, le nationalisme ne sont pas en train de prendre le dessus
sur un traitement équilibré de l'information. On a comme l'impression que certains journalistes sont plus des supporters dans cette affaire. Vous n'avez pas ce sentiment-là? En fait, est-ce qu'on peut leur empêcher d'être des supporters? Je pense que non. Mais sur ce cas précis, vraiment, sur cet article de notre confrère de Record, il n'y a aucun souci. Il a traité que des faits. Il a eu un document à sa disposition qu'il a plaqué. Il a écrit sur ce document-là. Je ne vois pas entre eux. Maintenant, ce qui s'est passé sur la plateforme dont vous parlez, dont on est membre, oui, il y a certaines sorties, certains commentaires un peu nationalistes, voire, bon, de supporters. On faire un grand coucou à tous nos amis d'Afrique. C'est ça. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que, bon, on peut déplorer certains commentaires quand on dit la presse sénégalaise, comme l'a si bien souligné Aruna. Il n'y a qu'un journal qui a écrit ça. Donc, je n'ai même pas vu beaucoup de... Ce qui est encore plus grave, c'est que c'est le responsable de la Fédération mauritanienne de football qui dit ça. Quel responsable? Le chargé de la communication, peut-être. Oui, qui a fait un entretien avec un journal mauritanien qui a été repris. Oui, je pense qu'il a fait une erreur. D'autant plus que lui, il a été journaliste au Sénégal. Ouais. Il sait que les journaux sénégalais, c'est l'indépendance. Ça, il n'y a aucun souci. Mais sur ce cas précis, qu'est-ce qu'on peut reprocher à notre confrère? D'avoir publié une information qui est sur la place publique? Je pense que non. Maintenant, sur la plateforme, oui, on a vu des commentaires un peu. Mais au niveau du traitement, moi, je n'ai pas vu quelqu'un chargé négativement, ou du moins, c'est des confrères, j'ai parlé avec un de mes confrères sénégalais, c'est des confrères anglophones qui ont essayé de charger une fois Maître Senghor, parce qu'il y a un confrère sénégalais qui a fait un papier, il te demande est-ce que ce n'est pas Maître Senghor qui a sponsorisé ce papier-là? J'ai dit que parce que vous ne savez pas comment fonctionne la presse sénégalaise. Si vous savez une seule fois comment fonctionne la presse, nous, on n'est pas dans ces histoires de lobby-là. Parce qu'à leur niveau, ça se passe comme ça. J'ai dit qu'à notre niveau, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est un peu, les gens pensent, oui, mais sur ce cas précis, vraiment, il n'y a pas quelque chose pour prêter un choix, comme on le dit. C'est un papier qui a été fait, c'est un papier qui a été très bien fait, il n'y a aucun souci là-dessus, à mon avis. Comme l'a rappelé Tierno, Maître Senghor n'a jamais été épargné dans la presse sénégalaise. Peut-être qu'il y a eu un moment de répit ces derniers temps, mais après Bata, après certaines défaites, ça a été très dur, hein, les critiques ont été acerbes. Demba Varor, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de recul dans le traitement de notre confrère dans le cadre de cette élection du président de la CAF? Je pense que oui. J'ai lu l'article et je pense que je n'ai rien à reprocher à cet article-là. Il a traité des faits et il s'est interrogé. Et je pense même que ça aurait été, pour moi, un manquement professionnel de ne pas s'interroger alors que la CAF a recalé, entre guillemets, comment ça s'appelle? La CAF n'a pas encore validé la candidature de Motsepe et de Yahya. Donc c'est légitime pour moi que la presse se demande pourquoi ces gens-là n'ont pas été admis d'office. Pour moi, ça doit être un papier, c'est une évidence. Ce papier-là doit être traité. Nous-mêmes, on s'est posé la question ici, dans le club des sports. Pourquoi ces deux candidats-là n'ont pas été acceptés d'office? Qu'est-ce qu'on doit leur reprocher? La semaine dernière, on a débattu sur ce thème-là. Donc je pense que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique que les Africains, que les journalistes africains, parce que même l'Africain lambda qui s'intéresse au foot doit se poser la question pourquoi ces deux-là n'ont pas été admis d'office. Donc je pense que c'est légitime. Et il y a un fait que le journaliste a mis sur la place publique, c'est qu'il a bénéficié de la Oumra, des cadeaux de Ahmed. Donc, c'est légitime qu'on se pose cette question-là. Si on savait pourquoi peut-être Motsepe n'est pas encore accepté, on allait l'écrire. Peut-être que le journal, c'est plus facile d'enquêter sur le candidat qui est plus proche ici en Mauritanie que d'enquêter peut-être sur Motsepe. Même, je pense que même la presse mauritanienne doit se poser cette question-là et traiter. On aurait compris, quand on a recalé au premier tour la candidature
du Mauritanien, que la presse mauritanienne s'interroge, cherche à savoir pourquoi notre candidat n'est pas passé. Parce que si c'est Augustin qu'on avait rappelé, les Sénégalais allaient faire ce papier. Ils ont manqué de professionnalisme, ils n'ont pas fait d'investigation pour savoir pourquoi on a recalé leur candidat. Mais donc, c'est logique que les autres cherchent à savoir. Si eux, ils ne veulent pas s'informer ou informer leur population, c'est leur problème. Nous, on cherche à savoir. Ouais. Vous avez terminé, Vao? C'est ça. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une éventualité à la Tcherno-Dramé que les candidatures de Motsepe et de Ahmed Yahya ne soient pas du tout retenues à la fin? Est-ce que vous y pensez déjà? Comme on ne sait pas vraiment trop ce qu'on lui reproche, on peut se dire oui. De toute façon, il y a forcément quelque chose que les gens veulent comprendre parce que ce n'est pas comme si on leur demandait une photo à fournir, une pièce d'identité ou c'est forcément, il y a quelque chose qui justifie aujourd'hui que la commission retienne pour le moment sa candidature. Maintenant, dans les faits, on ne sait pas trop. On parle d'invitation, de billets qu'il aurait payé à des présidents de fédération, mais on ne sait pas. Parce que lui-même ne s'est pas prononcé. Depuis lors, il continue de battre sa campagne. Donc, on attend de voir. Mais pour le cas de Yaya, moi, je ne serais pas surpris que sa candidature soit rejetée. Parce que, comme l'a dit Aaron, il faut que les gens aillent au bout de leur logique. Vous ne pouvez pas sanctionner le corrupteur et laisser le corrompu. Même si la faute n'est pas d'égale dignité peut-être devant la loi, mais il n'empêche que c'est une faute. Et je pense que si on va au bout de la logique, normalement, même sa place au sein de la commission du comité du COMEX, du comité exécutif de la CAF, doit être remis en question. Il y a beaucoup de membres du COMEX qui ont bénéficié des billets de la Oumra. Ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement Ahmed Yahya. Et tous ces gens-là aujourd'hui, on doit se poser la question pour tous ces gens-là. Parce que la faute, elle est claire et établie. La FIFA dit, Monsieur Ahmad, vous avez commis telle faute. Vous avez acheté des billets à des gens, ce qui n'est pas dans le cadre de l'éthique, etc., etc. Mais ces gens-là, ils ont bénéficié de ces billets, ils ne les ont pas refusés. Je considère, moi, qu'ils étaient au courant. Parce que quand quelqu'un achète un billet, on sait qui a acheté le billet. C'est écrit sur le billet. Émis au nom, à tel nom, voilà. Donc, il faut qu'on aille au bout de nos logiques. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où l'éthique doit guider tous nos pas, toutes nos actions, dans tout ce qu'on fait. Si on veut avoir la parole, là où les choses se décident, au niveau de la FIFA ou ailleurs, il faut que les gens qui doivent prendre la parole soient des gens propres. Et cette propreté-là, on doit se l'imposer. Et les Africains eux-mêmes doivent dire maintenant, il est temps que notre football soit dirigé par des gens honnêtes. Et ça commence par ça. Aujourd'hui, s'il reste dans le comité exécutif, demain, dans 4 ans, il va pouvoir revenir. Il pourrait revenir parce qu'on ne l'aura pas sanctionné. Et si le sanctionner, c'est lancer un message aux gens qui vont demain intégrer le comité exécutif. Voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Donc moi, je pense que la logique voudrait que, à partir du moment où on a sanctionné Ahmed Ahmad, il faut que les autres aussi soient sanctionnés de façon définitive et que désormais, que tout le monde sache qu'à la CAF, on ne rigole plus. On en a un peu marre qu'en Europe, les élections se passent bien. En Amérique du Sud, ça se passe bien. Mais en Afrique, il y a tout le temps des problèmes parce qu'un monsieur tel a fait telle chose, etc. etc. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas être majoritaire au sein de la FIFA et ne pouvoir rien décider parce que l'Afrique traîne tout le temps les casseroles. Donc voilà pourquoi. Ouais, comme toutes les confédérations. Mais ce n'est pas un argument. Il faut assainir ça. C'est le vœu, en tout cas, de beaucoup de sportifs. Mais est-ce que la commission de gouvernance de la CAF, elle aussi, a bien fait son job? Il y a une réaction de la partie mauritanienne qui peut se comprendre. Quand des confrères disent que le président de la commission de gouvernance de la CAF est un Ivoirien, un proche de Hanouma, et il aurait tout fait pour que la candidature de Hanouma passe avec celle de Senghor, en recalant Ahmed Yahya et Motsepe. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des choses à dire à Ronald? Quand même, quand on a désigné ce personnage pour diriger la commission de gouvernance, c'est quoi qui a fait 2 ans maintenant. Ouais. Au moins, personne n'a trouvé à redire sur son profil. Pourquoi aujourd'hui qu'il prend une décision, on veut remettre en cause ses qualités? Ce serait valable aussi donc pour tous les membres du comité exécutif de la CAF de se dire qu'ils ont été mis là, ils siègent dans des commissions. Ahmed Yahya a présidé la commission juridique de la CAF pendant 2 ans au moins, ou plus.
Et pendant ces années-là, il jugeait des dossiers qui concernaient la Mauritanie comme les autres équipes. Et personne n'a trouvé à redire. La nationalité de la personne importe peu. C'est une charte qui est là. La charte de gouvernance a été élaborée par la FIFA, qui l'a imposée à ses confédérations membres. Les gens ne font qu'appliquer des règles écrites. D'ailleurs, le gars a fait preuve de courage quand la CAF s'est réunie sur ordre de la FIFA avec le vice-président Omaric pour lui dire, dans l'urgence, tout de suite maintenant, dans le plus bref délai, il faut revoir la situation des deux candidats recalés. Il a fait une sortie pour dire non, je reste sur mes principes, j'applique les règles, les textes qu'on m'a donnés, disent ça et ça. Et dans cette commission-là, c'est des gens indépendants qui sont réputés pour leur probité morale et qui ont reconnu aussi sur le plan international pour leur éthique. Le président de la commission de gouvernance est un arbitre du TAS, par exemple. Oui, et c'est des gens qui sont reconnus au plan international par leurs compétences et leur qualité morale et professionnelle. Aujourd'hui, on vient remettre en cause cela tout simplement parce qu'ils ont pris une décision en âme et conscience sur la base des documents et des éléments qu'ils avaient. On remet en cause. Demain, si on les enlève qu'on met quelqu'un d'autre qui est d'une autre nationalité, chacun pourra dire qu'il favorise son État, son pays. Quand Madagascar s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique, les gens ont dit ici que c'est parce qu'Ahmad est président de la CAF. On a oublié le mérite de l'équipe de Madagascar. Quand la Mauritanie s'est qualifiée pour la CAN pour la première fois, on a dit, est-ce que ce n'est pas parce que Ahmed Yahya est dans le comité exécutif et qu'il dirige une commission? Vous voyez, donc si on rentre dans ce jeu-là, plus personne ne pourra prétendre occuper un poste parce qu'à chaque fois que vous prendrez une décision, il y aura quelqu'un d'une nationalité différente qui vous dira non. Si les gens avaient récusé le président de la commission dès le départ, on aurait compris, mais pas attendre qu'il prenne une décision qui correspond au texte parce qu'il n'a encore jusqu'ici violé aucun élément de la charte, du code d'éthique. Il faut que les gens aussi arrêtent à un moment donné, s'arrêtent et se posent les bonnes questions. Ces histoires d'éthique, de gouvernance et autres, ce n'est pas les Africains ou les Sénégalais ou les Mauritaniens ou les Ivoiriens qui ont créé tous ces concepts-là pour en faire des règles de conduite du sport international. C'est les instances sportives internationales qui sont venues vouloir nous imposer leur propre point de vue en nous disant que c'est comme ça que les choses se passent. Ils ont mis en place des textes. Ils ont mis en place tout pour nous imposer d'adopter des statuts standards de la FIFA pour les confédérations, pour la CAF, pour toutes les confédérations nationales. Il y a une structuration hiérarchisée qui fait que chacun est obligé de copier ce que la FIFA a donné comme instrument de base de travail. Au Sénégal, il y a un comité électoral pour valider les candidatures. La crise en Côte d'Ivoire, elle vient d'où? Du comité électoral qui fait son choix et les gens n'ont pas... Il y a en tout cas des problèmes. Et les gens en sont arrivés à installer un comité de normalisation parce que le comité qui est mis en place a fait son travail. Donc il faut qu'on arrête de dire, sur la base des textes de la FIFA, ce comité travaille et derrière on vient de dire que c'est la nationalité, on remet en cause la nationalité. C'est des gens indépendants, c'est des gens qui travaillent pour le continent, qui, de mon point de vue, je ne pense pas qu'ils mettent en avant le fait qu'ils soient proches ou il fallait poser ces débats-là avant, quand le gars dirigeait la commission et que le processus a été ouvert, les Mauritaniens avaient qu'à d'abord recuser la personne avant même le dépôt des candidatures pour dire qu'il est ivoirien, il y a un probable candidat ivoirien. Mais attendre après coup, donc je pense que ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au milieu du gué et revenir pour dire aux gens là, non, l'eau est trop froide. Il faut arrêter ces histoires. Salif Diallo, il y a certains même qui doutent de la tenue de ces élections le 12 mars prochain. Est-ce que vous faites partie de cela? Parce qu'ils disent qu'il y aura beaucoup de contestations après la publication de la liste définitive des candidats. En fait, il faut un certain nombre de jours pour qu'une élection, pour l'Assemblée nationale soit validée. Il faut 90 jours ou 60 jours. Donc le 11 passé, il fallait que les gens, que toutes les fédérations, parce que c'est les fédérations qui votent, soient au courant des postes à pouvoir des candidats, ainsi de suite. Et j'ai vu une note du secrétaire général de la CAF par intérim qui a envoyé ça aux fédérations. C'est 60 jours. 60 jours, exactement. Mais maintenant, il faudrait qu'un candidat ne conteste pas. Ahmad fait partie des candidats qui peuvent contester un peu le verdict. Parce que sa candidature, devant quelle instance, par exemple? C'est ça, devant le TAS ou bien devant la commission. Non, il y a une commission d'abord. Normalement, il doit y avoir une commission à l'interne. À l'interne, une commission de recours. Ensuite, bon, jusqu'à présent, il n'a rien dit. Et ça peut être une bataille juridique interminable. Bon, effectivement, je suis sur une plateforme anglophone où les gens se posent des questions. Est-ce que cette élection aura lieu effectivement le 12 mars? Parce qu'il suffit qu'un candidat conteste
Interjet appelle pour que tout le processus soit repris à zéro. Absolument. Or, on sait qu'il y a un grand rendez-vous le 28 janvier pour 2 candidats à la présidence de Motsebe et Ahmed Yahya. sans compter les membres du conseil et du comité exécutif. Mais je vais rebondir un peu sur ce que Aaron a dit. Moi, je me suis permis de faire une enquête sur le président de la commission de gouvernance au niveau de nos confrères ivoiriens. Mais tous les confrères ivoiriens à qui tu poses la question, on te dit que c'est un gars qui est droit dans ses bottes. Il a été le président de la commission des affaires juridiques. Ouais. C'est un gars extrêmement sérieux, un gars droit dans ses bottes qui ne tergiverse pas. Donc, mais il a travaillé sous le joug de Hanouma. Hanouma, mais aussi du successeur de Hanouma. À la fédération, il était juste. C'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir appliqué les textes. Et il n'est pas le seul. Il est président de cette commission, mais il y a d'autres. Il y a un ancien président de comité d'organisation, c'est Maître Raphaël Api du Cameroun. Il ne décide pas tout seul, en fait. C'est lui, oui. Donc, c'est une commission qui travaille. Indépendante, des gens qui sont... Qu'est-ce qu'on veut? Une commission indépendante de la CAF, forcément, c'est des Africains qui vont être là-bas. Ou bien on va demander aux Tahitiens de venir nous diriger cette commission-là. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est forcément un Africain. Ça en Sénégalais, un Ivoirien, heureusement que ce n'est pas en Sénégalais, c'est un Ivoirien. Sinon, on va nous dire que aussi, bon. Parce qu'il faut que les Africains commencent à dépasser ça. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Donc, quand la FIFA a décidé de faire rejouer le match Sénégal, Afrique du Sud-Sénégal. Qu'est-ce que les gens ont dit? Parce qu'il y a une secrétaire générale sénégalaise. Il faut que les gens arrêtent ça. Dans nos commissions électorales ici, au Sénégal par exemple, ou bien l'ONEL ou la commission, il y a quelqu'un qui est là-bas qui est proche d'un candidat. Soit ils sont parents éloignés ou quelque chose comme ça. Est-ce que les gens contextent parce qu'il est apparenté? Non, il faut que les gens soient sérieux. Soit les gens, on a mis les gens qu'il faut ou on n'a pas mis les gens. Et si on n'avait pas mis les gens qu'il faut, il faut au début de leur nomination contester, pas maintenant. Yahya fait partie de ceux qui ont désigné parce que la commission a été entérinée par le comité exécutif de la CAF. Quand elle a été mise en place, il est membre du comité exécutif. C'est eux qui entérinent toutes les autres commissions. Non, et puis si on prend les jeux de nationalité, on va jamais s'en sortir parce que directement ou indirectement, on peut être lié à un candidat. Soit parce que le Mali ou, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire ou le Bénin a parrainé Ahmed Yahya ou à parrainer Maître Senghor ou à parrainer Motsepe, il peut y avoir toujours, comment ça s'appelle, une proximité, que ce soit indirectement ou directement. Donc je pense que c'est un faux débat de ramener la nationalité des membres du comité de gouvernance. Surtout que à chaque fois qu'on examine le dossier d'un candidat, celui qui est de même nationalité sort de la salle. Même si moi, je pense que ce n'est pas ça qui règle le fond du problème, mais c'est ce qui est appliqué dans pratiquement toutes les décisions qui se... C'est pour respecter les règles d'éthique, pour ne pas qui se prennent à la FIFA et à la CAF. Chers amis, on peut faire 1 heure ou 2 heures sur ce thème très, très passionnant. Vous l'aurez remarqué, c'est la deuxième fois d'affilée qu'on parle de cette élection de la Confédération africaine de football. C'est important. Il y a un Sénégalais qui est candidat et on fera tout chaque semaine de vous donner les dernières nouvelles liées à la campagne, aux différentes candidatures avec le panel d'experts avertis que nous avons sur le plateau. Un comité de normalisation pour la CAF. Ça c'est à exclure. On va attaquer le... Certains, pour déconner, ils ont pensé à ça. Est-ce qu'il ne faut pas normaliser la CAF? Ça c'est un autre débat. On va s'intéresser à nouveau à une autre discipline, la lutte, un sport bien de chez nous, qu'on aime tant, la lutte qui n'a pas encore repris sa saison, alors que d'autres disciplines comme le football, le basket, l'athlétisme ont déjà retrouvé les terrains. Et la Tcherno Dramé, pourquoi il y a eu beaucoup de retard quant à la reprise de la saison de lutte? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de discussions entre les lutteurs, les promoteurs, le CNG. Parce qu'aujourd'hui, pour les lutteurs, ce qu'on fait avec le football ou le basket, pour eux, c'est impossible. Avec la lutte, c'est lutter à huis clos. C'est pas possible à la lutte? Alors, il faut, dans l'absolu, si. Je pense qu'on peut demander à 2 lutteurs de venir. Parce que dans tous les cas, au moment où l'arbitre va siffler, ils ne seront que 2. Même s'ils ont 10 000, 50 000 supporters derrière eux, dans l'arène, ils ne seront que 2 à s'affronter. Donc, je pense que sur ce principe-là, ça peut se faire. Maintenant, la lutte, ce n'est pas uniquement les 2 lutteurs qui viennent dans l'arène. Il y a tout un environnement autour. Et
heureusement, d'ailleurs, les supporters en font partie, les amateurs, parce que c'est eux qui contribuent à donner un cachet populaire à la lutte. Si c'est le sport le plus populaire, c'est parce qu'il y a la population derrière. Maintenant, qu'on soit mal que 2 lutteurs s'affrontent et qu'il n'y ait personne derrière. Parce que c'est plus des raisons économiques que des raisons sportives ou de... Non, parce que le promoteur qui met son argent, il compte sur le public pour retomber sur ses pieds. C'est vrai qu'il y a une partie des cachets qui est pris en charge par les sponsors, etc. C'est des montages, hein, les cachets qui sont payés aux lutteurs et tout. Mais en général, l'argent des billets va directement dans les poches du promoteur. Et ça, pour un promoteur, vous mettez 50, 100, 200 millions de budget sur un combat et que derrière, il n'y a personne pour venir assister à ce combat-là, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est ça qui fait que jusqu'à présent, les gens sont en train de discuter, de voir faut-il ou non. Mais je pense que sur le plan purement sportif, dans l'intérêt des lutteurs, s'il y a moyen de lutter, de descendre dans l'arène à huis clos, je pense qu'ils doivent sauter sur l'occasion. Parce qu'ils sont en train de prendre de l'âge. Il y en a qui n'ont plus combattu depuis 2 ans, bientôt 3. Si cette année-là, ils ne redescendent pas dans l'arène. Et physiquement, ce n'est pas bon pour un athlète. Ce n'est jamais bon de rester plusieurs années sans combattre. Parce que de toute façon, ils ne vont pas se préparer physiquement. Regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Modulo et je crois que c'est Ama Baldé. Ils ont mis de l'argent dans la préparation de leur combat pour après finalement ne pas combattre. Cette année, ça risque d'être la même chose pour eux. S'ils refusent Parce que pour moi, c'est un compromis. Hein. C'est une situation qu'il faut accepter pendant un certain temps, en attendant que les choses reviennent à la normale. Mais dire que, bon, je ne peux pas lutter à huis clos, c'est compliqué. Parce que, voilà, c'est leur métier eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont menacés, alors que c'est eux-mêmes qui sont en train de refuser de descendre dans l'arène. Pour moi, c'est un problème. Aruna Dème, le football s'est adapté à la pandémie avec des huis clos, le basket et beaucoup d'autres disciplines. Pourquoi pas la lutte? Pourquoi pas la lutte? Pour la bonne et simple raison que la lutte n'est pas comme tous les autres sports dans ce pays-là. Ce qu'il y a autour de l'environnement de la lutte ne permet pas aujourd'hui, dans le contexte sanitaire, de faire de la lutte au Sénégal. Il faut que les gens soient très clairs. Si l'État fait semblant de laisser par là, de tirer à gauche ou à droite, c'est parce que les gens sont conscients que c'est impossible d'organiser des combats de lutte en respectant tout ce qu'il y a comme mesures barrières, tout ce qu'il y a comme environnement. Vous avez vu ici quand l'ancien CNG a imposé de faire des tests antidopage, des lutteurs qui refusaient qu'on leur fasse des prélèvements parce qu'ils refusent de prendre des injections pendant leur combat. D'autres qui refusaient d'enlever leur ngem pour donner de l'urine, tout simplement parce qu'ils refusaient que ça souille leur truc mystique et autres. Donc, ça montre que déjà pour faire un contrôle antidopage, le CNG a fait combien de contrôles antidopage en 10 ans dans ce pays-là, après l'instauration du code antidopage au Sénégal? Il n'y en a pas eu 10, parce que c'était difficile à mettre en œuvre, tellement les lutteurs sont réfractaires à ce genre de choses. Aujourd'hui, vous allez leur dire, vous allez aller au stade, vous allez lutter, il n'y aura pas de public. Il y a des lutteurs qui disent qu'ils refusent d'aller lutter sans leurs supporters, comme Thierno le relève. D'autres sont prêts à lutter à huis clos. Les promoteurs disent on va organiser à huis clos. Mais ils vont organiser comment? Déjà que la crise qui frappe la lutte dure depuis 4-5 ans, les sponsors ont fui. Aujourd'hui, dans le contexte sanitaire, toutes ces entreprises impactées, vous pensez qu'ils vont mettre 200 ou 300 millions sur un combat de lutte, alors que leurs employés ont des difficultés pour être bien pris en charge, alors qu'eux-mêmes ont des difficultés pour rentabiliser leur activité? Ça va être difficile de trouver des sponsors qui vont mettre de l'argent dans la lutte, dans le contexte actuel. Ça, c'est l'aspect économique quelque part. Surtout qu'il y a beaucoup de lutteurs qui réclament des cachets. Vous entendez tous les jours des promoteurs faire des sorties, dire de toute façon, je ne suis pas prêt à payer ce qu'ils demandent. Le dernier en date, notre confrère Hadim Sam, qui dit je vais organiser, s'ils sont raisonnables, un combat de lutte, ils veulent l'organiser. Il dit s'ils sont raisonnables sur les cachets. Parce que les gens exigent des montants faramineux que le contexte économique ne permet pas de mettre sur la place. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour faire même des huis clos à l'arène nationale? Peut-être, mais le protocole sanitaire que doit mettre le CNG, qu'est-ce qu'il va mettre comme condition qui va permettre à ces lutteurs-là de pouvoir s'adapter? La majorité ne vont sûrement pas accepter les restrictions qu'on va leur imposer, ou bien ce sera le désordre les jours des combats. Comme on le connaît dans le milieu de la lutte, c'est un milieu où il est extrêmement difficile de mettre de l'ordre, de mettre les choses en règle. Les gens sont tellement réfractaires qu'on en arrive à des situations où on les laisse finalement faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a le mystique qui prime surtout dans l'environnement de la lutte au Sénégal. Et je ne pense pas que dans ce contexte de rebond où on a une moyenne de presque 200 cas en moyenne par jour au Sénégal, de
Covid-19, depuis plus d'une semaine, qu'on puisse dire aux lutteurs, c'est vrai que ça fait quelque part désordre, c'est des pères de famille qui ont besoin de faire leurs activités et quand on nous dit qu'il faut vivre avec le virus, eux aussi, ils doivent s'adapter pour vivre avec le virus et pratiquer leur sport et leur activité qui est leur métier. Mais il y a un grand mais. Est-ce que dans ce contexte de rebond de la pandémie, on peut leur permettre d'être dans les mêmes considérations qu'ils étaient avant, même si c'est à huis clos pour faire de la lutte? Je ne pense pas. Si je comprends bien, Salif Diallo, les arguments avancés par Thierno Dramé et Arouna Deme, certainement, on va vers une saison blanche. Normalement, mais moi, je ne suis pas fondamentalement d'accord avec Arouna quand il dit que la lutte ne peut pas faire du huis clos. Non, la lutte, c'est quand même, c'est vrai, c'est un sport de chez nous, mais c'est le sport qui a réussi à faire des mutations. Sur le plan du sponsoring, ils ont réussi l'adaptation que les autres sports pratiqués au Sénégal n'ont pas réussi. Il ne faut pas oublier quand même que la lutte a fait du pay-per-view ici. Ouais. C'est-à-dire que normalement, sans le public, ils arrivent à engranger de l'argent. Pourquoi ne pas remettre ça en selle? C'est pas terrible quand même. Oui, mais ça existe. Au moins, ils ont commencé par ça. Il faudrait que les gens s'adaptent à la situation. Aujourd'hui, dans les grands clubs à travers le monde, je veux parler du football, les gens sont en train de pousser pour qu'on diminue les salaires. Donc les lutteurs sénégalais, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils écoutent la radio et la télévision, ils savent qu'ils doivent, leurs revendications salariales, là, leurs gains, doivent être remis en question. Ça, il y a aucun souci de la journée. Je pense que ceux qui sont en train d'aller au MMA aujourd'hui, si on leur demande, ou bien une autre discipline, de faire un prélèvement d'urine, ils vont être obligés parce qu'ils doivent avoir de leur argent. Je pense qu'il faut mettre un cadre. Il y a un nouveau CNG qui est là. On doit normaliser la lutte. Bon, on doit moderniser la lutte. C'est vrai que c'est un sport de chez nous, il y a des spécificités. Mais pour que ça avance, il va falloir prendre d'autres mesures. Aujourd'hui, il y a le coronavirus et là, ça fait des morts. C'est une réalité que le monde du sport doit intégrer. S'ils veulent vraiment faire des combats de lutte, ils peuvent le faire. Mais maintenant, effectivement, parce que la lutte, la crise, ça dure, ça perdure. Il faudrait qu'ils revoient leur cachet à la baisse. Il faudrait qu'ils revoient comment se préparer. Il faudrait qu'ils revoient comment les gens vont venir au stade. Ça, c'est aussi simple que ça. Et repenser encore le pay-per-view là, qui a donné des résultats, même si ce n'est pas encore balèze, mais c'est un début à tout. Ouais. Demba Faror, est-ce que le facteur bloquant, c'est seulement le lutteur? Parce que j'ai entendu le ministre des Sports dire un jour qu'il y a des promoteurs qui lui ont dit que oui, le huis clos c'est possible. D'autres lui disent non. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les promoteurs qui refusent d'organiser des combats à huis clos? Je pense que le facteur bloquant n'est pas le lutteur. Parce que la plupart des lutteurs, les ténors, acceptent aujourd'hui d'aller lutter à huis clos. Que ce soit Modou Lo, Balla Gaye, Ama Baldé, Bombardier, eux tous, ils sont d'accord. Ils ont dit qu'ils sont prêts à aller certains sont proches de la retraite. Parce que c'est leur métier et ils ont besoin d'argent. Les gens ne voient que les cachets de 50, 60, 100 millions et se disent qu'ils sont pleins aux as, mais ils sont la plupart endettés, que ça, tous les grands lutteurs, parce qu'ils dépensent beaucoup dans le mystique et dans autre chose. Pour moi, le facteur bloquant, c'est que les promoteurs n'ont pas assez d'argent pour déjà organiser des combats de lutte, parce que la crise était avant même le coronavirus. On a vu que les grosses affiches se raréfiaient. Et il y a eu les sponsors commençaient à se raréfier également. Maintenant, avec le contexte, devoir organiser à huis clos, ça veut dire que déjà, pour la billetterie, tu perds. Déjà, la plupart ne voulaient pas aller à l'arène nationale parce qu'ils disaient qu'ils perdaient par rapport à Dembo Diop, parce que Dembo Diop, on pouvait avoir 10 000, 15 000 personnes, alors qu'on ne peut pas avoir ça, je pense, à l'arène nationale. À la nationale, c'est 15 000, hein? C'est 15 000, mais le problème, c'est qu'ils estimaient que les charges à l'arène nationale étaient plus importantes. Donc, je pense que c'est plus les promoteurs. Mais depuis 2 semaines, je pense, le CNG et les promoteurs ont déposé un document sur le bureau, sur la table du ministre des Sports pour pouvoir commencer la lutte et donner les mesures à prendre pour vraiment commencer pour organiser des combats. Mais le problème, c'est qu'ils attendent du ministère une subvention pour pouvoir organiser. Et ça, je pense que le ministère ne le fera pas. Le ministère ne peut pas subventionner. Est-ce que le ministère a un budget prévu pour ça? Tous ces promoteurs.
Et c'est là que j'en reviens aux promoteurs. Parce que quand on veut être promoteur professionnel, il faut avoir un staff. Le pay-per-view, il faut le professionnaliser. Il faut mais il faut déjà un cadre juridique aussi au Sénégal. Il faut un cadre juridique qui n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Quand on a un staff, le staff doit travailler sur tout ça, pouvoir s'adapter très rapidement au contexte, savoir qu'on peut gagner avec le pay-per-view. On va prendre. Il y a des gens qui sont dans ce pays-là, qui sont dans le digital et qui connaissent très bien le digital, qui peuvent te faire gagner de l'argent, peuvent te faire gagner des sous. Parce que j'en suis sûr qu'aujourd'hui, Ama Baldé, Modou Lo peut faire gagner beaucoup de sous à travers le digital et à travers les télés. Il y a beaucoup de télés ici qui seront prêts parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir de l'audience avec ce combat-là. Tu peux vraiment, avec Ama Baldé, parce que tous les Pikinois, tous les Parcellois et les autres sympathisants vont regarder ces matchs-là. Tu peux aller sur cette base-là et pouvoir trouver des sponsors. Parce que les sponsors, c'est vrai qu'il y a la crise, c'est vrai. Mais ils veulent se relancer. Et pour se relancer, pour se relever, il faut aller vers le public. Et je pense que des combats comme ça, où tu peux avoir plus d'1 million, 2 millions, 3 millions de téléspectateurs, ça peut être rentable. Mais il faut tout ça, ficeler ça et qu'il y ait un cadre juridique, qu'il y ait un cadre bien défini pour pouvoir vraiment utiliser le pay-per-view et autres. Là, il nous reste 2 petites minutes. Je vais donner 30 secondes à chacun. Il y a une course contre la montre, il y a le respect du protocole, le combat contre le virus. Il y a aussi l'effet Ramadan à partir du mois d'avril. Avril-mai, et la saison de lutte traditionnellement se termine au mois de juillet. Est-ce qu'on aura beaucoup de combats si la saison reprenait? Non, je pense que dans tous les cas, ce sera une saison tronquée. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait prolongation parce que, bon, en général, la lutte s'arrête au mois de juillet parce qu'il y a l'hivernage. Hein, tout ça fait que, voilà, au meilleur des cas, on aura une saison de 3 ans, de 3 mois, si effectivement la saison reprend. Mais compte tenu de toutes ces questions-là, parce que le seul promoteur pour l'instant à avoir donné une date, il me semble que c'est Gaston Mbengue et c'est vers le 29 avril, donc juste après le Ramadan. Donc pour les autres, il n'y a pas encore de date, ce qui veut dire que ça risque d'être extrêmement compliqué et serré. Donc il va falloir que chacun de son côté fasse de gros efforts pour permettre à la lutte de reprendre, même si c'est pour 3 mois. Ça devrait suffire. Tierno Alachelmo Aruna, une saison tronquée, on va certainement vers ça. Pour être un peu pessimiste et ne pas être optimiste, je vous dirais qu'on ne peut pas faire... Il n'y aura pas de combat de lutte, en tout cas pour les grands combats, jusqu'après le Ramadan. Après, il y aura des possibilités, mais tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Si on est dans la même situation qu'actuellement, il n'y aura pas de saison de lutte. Salif? Saison tronquée, forcément. Saison tronquée, c'est ça. Bon, depuis quelques années, c'est des saisons tronquées parce que la lutte est en crise aussi. La lutte est en crise, il faut que les gens acceptent ça. C'est le monde qui est en crise. Hein. Oui, le monde, mais surtout la lutte, c'est avant. Même avant que il y ait le corona, il y avait déjà les affiches, on n'en avait pas. En fait, la saison est déjà tronquée parce que la saison démarrait au mois d'octobre. Au mois de décembre, tu avais de très grandes affiches. Le jour de Noël, le jour de l'an, tu avais de très grosses affiches. Au mois de février aussi, tu l'avais. Là, tu n'as pas encore d'affiche. Donc ça veut dire que la saison est déjà tronquée. Varor, vous sifflez la fin du club des sports, tout simplement. Merci à vous, merci à Salif Diallo, merci à Aruna Dem ainsi qu'à Elhadji Thierno Dramé. Merci à toute l'équipe technique réunie autour du réalisateur Amadou Ndiaye. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Passez une excellente soirée.